on est au congrès de l'UMS pendant que Abba est au meeting de Kamto. Et on a discuté de l'attitude de Abba, que Sambaka a fustigé, disant que c'est pas loyal, qu'il a une telle invitation, sans nous prévenir. C'est d'abord le dernier venu du groupe, et aller y faire des déclarations partisanes, ayant pratiquement choisi son candidat, ce qui est antinomique avec la démarche du groupe de Douala, qui n'a pas fini son travail, qui est dans une démarche de rassemblement, donc qui est décrédibilisé à partir du moment où l'un de ses membres choisit a priori déjà son candidat. On a discuté au congrès de l'UMS. Ça s'est passé samedi après-midi. Dimanche est passé. Et c'est lundi que je l'appelle, je lui dis que je vais lui envoyer une proposition de communiqué auto-excluant Abba. Effectivement, j'ai envoyé la proposition avec les deux noms, pour le groupe Douala, Sambaka et Kanani. Je lui ai dit amende et tu reviens vers moi. 1 heure après, sans réponse, je l'appelle. Il me dit il faut encore attendre. 2 heures après, je l'appelle, il dit qu'il faut attendre. À la troisième appel, je lui demande s'il y a un problème. Veux-tu que j'enlève ton nom? Il dit oui. J'enlève son nom et il est le premier qui reçoit ce communiqué avant qu'il ne soit diffusé. Donc comment peut-on imaginer que je peux sortir un communiqué comme ça sans en avoir parlé à Sambaka? Sauf qu'en ce qui le concerne, lui, c'est les réseaux sociaux qui m'envoient son compte communiqué. Voilà le déroulé des faits. Alors, mon communiqué est simple. Si j'ai sorti un communiqué, ça veut dire que je n'ai pas été associé. C'est vrai, et Canet, il m'a appelé. Et je lui ai dit de me donner un peu de temps pour que je me fasse ma propre idée de la chose et que j'appelle le professeur Abba Oyono. Ce qu'il ne m'a pas donné ce temps. Il m'a dit c'est maintenant, c'est tout de suite là. J'ai dit dans ces conditions, moi je ne signe pas. Et il a signé le communiqué tout seul et il l'a fait au nom du groupe. Alors moi je me suis posé la question, quand j'ai eu le professeur Abba Oyono, j'ai discuté avec lui, je me suis rendu compte que ce communiqué était précipité. Parce que nous n'avons pas pris le temps de voir les contours, d'appeler la personne concernée et d'entendre les explications qu'il pouvait nous donner, à savoir, oui, j'ai discuté avec le professeur Maurice Kamto pour la possibilité d'une candidature forte. Parce qu'en réalité, c'est ce que nous poursuivons. Donc, moi, à la fin de l'après-midi, quand je me suis rendu compte que vraiment, je ne pouvais pas m'associer à cela, parce qu'on devait discuter. Est-ce qu'il fallait un rappel à l'ordre? Est-ce qu'il fallait ci? Est-ce qu'il fallait ça? Mais le communiqué était parti le matin contre ma volonté. Il fallait donc que je me désolidarise de ce communiqué, ce qui, ma foi, est clair. Je me désolidarise de ce communiqué et ça n'entache en rien la poursuite de... Au contraire, moi je vois en cela la possibilité de comprendre que parmi nous, il n'y a pas de chef. Qu'est-ce qui dérange concrètement? Est-ce que c'est la présence du professeur Abba Oyono au meeting du professeur Maurice Kamto? Parce que je rappelle également que Cyril Sambaka a été aperçu au congrès avec moi du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oui. Et que, effectivement, vous venez de le dire, vous étiez tous les deux au congrès de l'UMS. Au congrès de l'UMS et au congrès du SGF, où on a choisi Joshua comme candidat. Donc ce n'est pas là. Forcément, donc, ce n'est pas la présence à une manifestation d'un candidat qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est d'abord qu'il le fait sans avertir le groupe. Généralement, même quand on a un rendez-vous, Sambaka peut en témoigner, on avertit les autres que je dois rencontrer un tel ou rencontrons-le ensemble. Et c'est ce qu'on a fait depuis.
la plupart des candidats, on a eu une conversation ensemble, pas tout seul. Deuxièmement, ce qui pose problème, c'est qu'il y a eu un précédent. Elimbi a eu des propos sectaires dangereux, inadmissibles, et il s'est auto-exclu. Comment peut-on donc imaginer qu'une attitude partiale comme celle là-bas, de façon ostentatoire, il a choisi déjà son candidat. Est-ce que c'est compatible avec sa présence dans un groupe qui rassemble, qui n'a pas encore choisi de candidat, qui continue même ses consultations? Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on est en train de mener les autres candidats en bateau? Puisque le fait d'avoir choisi par l'un de nos membres, Kamto, déséquilibre cette philosophie. Voilà les deux choses. Le précédent de Elimbi et la philosophie du groupe qui empêche, on doit avoir chacun d'entre nous une préférence de candidat, mais qui nous empêche a priori d'afficher tant qu'on n'a pas fini. À quel titre le professeur Abba Oyono était au meeting de Paris? Est-ce qu'il y était en tant qu'homme public, professeur Abba Oyono, ou alors comme membre du groupe de Douala? Est-ce que vous avez été prévenu de son voyage? Cette question me fait sourire parce que cela suppose qu'on est dans un Ku Klux Klan. Nous avons des objectifs que nous devons poursuivre. Moi, je sors, je m'en vais voir Cabral Libi, je lui dis, ben voilà, on n'est pas encore clair dans cette affaire, qu'est-ce qu'on fait? Abba Oyono peut aller le faire avec Kamto, s'il a des affinités avec lui. Anissé Kane peut aller le faire avec n'importe qui, pourvu que le but soit de rapprocher les gens. Alors, quand vous me posez la question de savoir si il était là pour le groupe de... Non, nous pouvons profiter du fait que nous sommes du groupe de Douala et qu'un des nôtres a été invité par Maurice Kamto pour qu'il se rapproche davantage et qu'il lui soumette, n'est-ce pas, le bon fondé de notre action. Maintenant, si Abba Oyono n'est pas revenu vers nous pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont pu faire, vous voyez que ce communiqué était précipité. Je dis était précipité, parce que si on continue à travailler comme ça, notre objectif qu'on poursuit, on va passer à côté. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour le groupe de Douala. Vous dites que le communiqué était précipité. Est-ce qu'il y a un moyen que vous fassiez un rétropédalage aujourd'hui pour réintégrer le professeur Abba Oyono? Alors si je le dis, ça veut dire que je suis un dictateur. Parce que moi, je ne peux pas prendre des décisions seul quand on est en groupe. Quand on est en groupe, je ne prends pas des décisions seul. On va sur la base des arguments. Et puis on s'entend. C'est nous-mêmes qui devons prouver d'abord le premier consensus avant qu'on ne demande aux leaders qui sont candidats d'avoir un consensus entre eux. Donc c'est un dialogue qu'il faut engager. Alors, est-ce que vous avez échangé avec le professeur Abba Oyono depuis sa présence au meeting de Paris? Et est-ce que vous avez échangé avec M. Sambaka depuis son contre-communiqué? Moi, je n'ai pas eu Abba. C'est lui qui devait s'expliquer. C'est lui qui devait nous expliquer pourquoi il a fait cette démarche. Bon, ça m'a dit qu'il a eu au téléphone. C'est quand même embêtant que ça reste seulement entre Sam et lui, cette conversation ou ces explications. Et c'est lui qui a traduit les explications d'Abba, disant qu'il est le mieux passé pour parler à Kamto. Ça m'étonnerait beaucoup. Et que, Ça vous étonnerait? Pourquoi? parce que, tel que moi je l'ai connu, ce qu'il disait du professeur Kamto n'était pas très religieux avant. Et deuxièmement, je peux imaginer que ce qui se dit entre lui et Kamto, c'est du domaine privé, mais ce qu'il dit sur le plan public intéresse les Camerounais et spécialement le groupe du Douala. Quant à Sambaka, dans mes différentes interviews, je dis que c'est une
crise. Le groupe que vous portez est encore crédible au regard de cette crise? Évidemment, nous partageons les mêmes aspirations, mais il ne faut pas que l'un parle au nom du groupe sans qu'il n'ait l'avis de l'autre, sans qu'on ne soit d'accord. J'ai demandé de surseoir pour que j'aie mon avis. Il ne m'a pas donné l'opportunité d'avoir mon avis. Je ne lui donne pas l'opportunité de signer à mon nom. Voilà, c'est tout. Et puis demain, quand on signera parce qu'on s'est entendu. Vous ne pensez pas qu'une crise comme celle-là peut apporter du bonheur demain? Elle apportera forcément du bonheur parce qu'on va éviter ce genre de choses. Les crises font partie du fonctionnement normal d'une association de personnes différentes. Mbaka et moi, on est dans des partis différents. On a politiquement des positions similaires, mais idéologiquement, ce n'est pas le cas. Donc forcément, la friction de ces différences peut donner des crises. Le problème, c'est comme la vie. La vie est faite d'obstacles, de crises, de résolution de crises, de façon permanente, de façon récurrente. Mais c'est ça la vie. L'année 2025 est, faut-il le rappeler, une année électorale décisive pour notre pays. Je serai candidat au scrutin présidentiel à venir. C'est assurément une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont rêvé qu'ils pourraient garder le pouvoir ou y accéder sans affronter le peuple du changement et de l'alternance, c'est-à-dire les forces favorables à la démocratie dans notre pays. Ceux-là doivent se raviser, car par la grâce du Très-Haut, je serai candidat sans aucun doute. Le candidat porté par le MRC et les autres membres de l'APC, le candidat du peuple de la rupture avec une dictature néocoloniale. Ma candidature remplit toutes les conditions fixées par la Constitution et le Code électoral, et chacun devra en prendre acte, parce que telle est la loi. Le scrutin présidentiel à venir opposera deux conceptions du Cameroun. D'une part, une conception passéiste et tribaliste d'un pays figé dans l'inertie, fondé sur l'arbitraire et l'exercice de la terreur contre les citoyens, gangrénée par la corruption, héritière du pouvoir colonial et de ses pratiques, et au service d'une nébuleuse néocoloniale effrayée par la modernité autant que par la diaspora camerounaise, dépourvue d'empathie et de compassion vis-à-vis des populations les plus vulnérables ou sinistrées comme à Ezeka, au mont Bankolo, dans les inondations de l'extrême nord, à Ngouaché ou à la falaise de Tchan, pour ne citer que quelques exemples récents. En tous ces lieux de douleur et de larmes, les populations espéraient en vain la présence d'un président indifférent et irrémédiablement absent. D'autre part, une conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire, à l'écoute du pays profond, y compris de sa diaspora et de ceux qui en sont venus à une révolte violente, profondément attachée à l'état de droit et à la justice, ouverte à l'indispensable réforme de l'État pour mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la nation et portée par l'attention à la nécessité de s'enraciner dans nos cultures, de maîtriser les savoirs scientifiques et technologiques, de réaliser un progrès collectif partagé et attaché à la défense de la souveraineté de notre pays et de notre intérêt national, à la construction d'une Afrique unie, digne, respectée parce que puissante et maîtresse de son destin. Telles sont les deux visions d'avenir de notre pays qui sont devant vous et qui doivent éclairer votre choix en 2025. Tous les efforts doivent être faits afin que nous atteignions notre objectif ultime à l'issue de ce scrutin, à savoir la victoire. Dans cette perspective,
un budget a été approuvé lors du Conseil national du MRC tenu le 26 octobre dernier à Yaoundé. Il sera complété éventuellement par les prévisions des autres membres de l'Alliance politique pour le changement. L'élection présidentielle de 2025 n'est pas juste un scrutin comme ceux qui l'ont précédé. C'est une élection cruciale dans la vie et l'histoire de notre pays qui permettra de le relancer ou de le laisser poursuivre sa dérive dans les décennies à venir. C'est pourquoi j'en appelle à notre sursaut collectif face au candidat du pouvoir, qui qu'il soit, car le candidat du RDPC bénéficiera, comme d'habitude, des financements illimités de l'État, des grandes entreprises, des femmes et hommes d'affaires les plus riches du pays, voire du discret soutien de certains pays étrangers. La contribution de chacun au financement de notre participation digne et efficiente au scrutin à venir est donc indispensable. Nous lancerons la campagne de collecte des contributions au cours du mois de janvier. En prévision de cette opération vitale et dans un souci de transparence, nous avons écrit au ministre des Finances et au ministre de l'Administration territoriale, ainsi qu'au délégué général à la Sûreté nationale depuis le 5 novembre 2024. Non seulement pour les en informer, mais aussi pour leur demander expressément de nous accompagner dans cette opération afin d'éviter toute spéculation inutile ou malveillante sur les résultats de la collecte et son utilisation. Une bonne élection, c'est d'abord une élection crédible, qui n'est possible que si les organismes en charge de l'organisation de ces élections et de l'arbitrer sont eux-mêmes crédibles. Et l'ECAM a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres et apaisées dans notre pays. L'expérience tirée de notre participation au double scrutin législatif et municipal de 2013 et plus encore de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 montre un arbitre de jeu électoral plutôt partisan. Une illustration récente est l'attitude de l'ECAM pendant l'année 2024, alors que les Camerounais se mobilisaient comme jamais auparavant pour les inscriptions sur les listes électorales et qu'on se serait attendu à ce que l'ECAM les y encourage avec enthousiasme. On a tous été témoins des manœuvres d'obstruction engagées en particulier par la direction générale de l'ECAM. Cette tare qui inspire à la population le sentiment que tout est joué d'avance doit être corrigée impérativement avant le prochain scrutin présidentiel. C'est l'occasion de rappeler une fois de plus que l'article 80 du Code électoral dispose, je cite, qu'à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024. Dans quelques heures, nous serons en 2025 et la liste électorale nationale n'est toujours pas rendue publique. Le MRC ne laissera pas une telle forfaiture sans suite légale appropriée et ne fera aucune concession sur quelque violation que ce soit du Code électoral. C'est dans cet esprit que nous avons saisi les tribunaux pour constater et sanctionner les violations de la loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel par certains de ses membres, dont son président. En ce qui concerne le comportement de l'ECAM et de certains acteurs techniques du processus électoral, je constate que l'ECAM a toujours du mal à appréhender son rôle d'origine, c'est-à-dire d'organe neutre
garant d'élections libres, transparentes et apaisées au Cameroun. Et l'ECAM doit se souvenir de l'histoire électorale dans notre pays et surtout pourquoi et comment on en est venu à sa création. Si les membres de cet organisme pensent seulement au décret de leur nomination et oublient leur indépendance, leur responsabilité et leur devoir impérieux vis-à-vis de la nation, ils feront courir à notre pays de graves périls engendrés par des crises électorales inutiles. S'agissant des partenaires techniques de l'ECAM, l'Allemagne qui a souffert gravement dans son histoire des dérives totalitaires d'un régime politique et qui surmonta admirablement cette épreuve est bien placée pour comprendre la frustration du peuple camerounais face au comportement inacceptable de certaines sociétés allemandes qui accompagnent l'organe électoral camerounais. Ces sociétés s'étaient engagées à mettre en place une biométrie électorale au Cameroun depuis plus de 10 ans et depuis lors se sont transformées en agents techniques de la fraude électorale qui permet à un candidat battu aux élections successives de se perpétuer au pouvoir dans notre pays. Cette situation inadmissible ne saurait continuer sans aucune conséquence légale. C'est l'occasion pour moi d'interpeller tous les partenaires du Cameroun et notamment ceux qui assistent financièrement à l'ECAM. Est-il cohérent de financer un programme avec des objectifs affichés de promotion de la démocratie et d'assister sans rien dire aux pratiques antidémocratiques avérées et récurrentes de l'ECAM?